Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit podcast sur le dernier paragraphe de L'Amant, un roman de Marguerite Duras. Je vais d'abord vous lire le texte. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. C'est moi. Elle l'avait reconnu dès la voix. Il avait dit « Je voulais seulement entendre votre voix ». Elle avait dit « C'est moi, bonjour ». Il était intimidé, il avait peur, comme avant. Sa voix tremblait tout à coup. Et avec le tremblement, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il avait su par la mère qu'il avait revue à Saïgon. Et aussi pour le petit frère, qu'il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort. Je voudrais attirer votre attention d'abord sur l'aspect autobiographique. Vous voyez qu'ici, en une seule phrase, elle parle de beaucoup de choses. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Alors là, ce qui se passe, c'est très intéressant. Il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de Marguerite Duras et pourtant elle passe très vite sur tous ces aspects-là de sa vie et je voudrais juste qu'on s'attache à une toute petite chose, c'est la période de la guerre, pour vous montrer à quel point l'ellipse est importante ici. Donc une petite chronologie de sa vie juste pendant la Seconde Guerre mondiale, pas après. En 1939, elle se marie avec quelqu'un qui s'appelle Robert Antelme, qui est aussi dans le milieu littéraire et puis politique comme elle. En 1940, elle accouche d'un enfant qui est mort-né et ce qui constituera un grand traumatisme pour elle. En 1942, elle a une liaison avec quelqu'un qui s'appelle Dionys Mascolo et qui va entrer dans la résistance comme elle. En 1944, son mari et elle sont arrêtés. Et malheureusement, son mari va être déporté à Dachau. Elle va devenir la maîtresse d'un nazi. Pourquoi ? Pour le sauver, pour essayer de sauver sa peau. En 1945, elle va se rendre à Dachau à la fin de la guerre, retrouver son mari, qui est vraiment dans des conditions vraiment difficiles, qui est sur le point de mourir. Donc vous voyez à quel point ici on comprend que Marguerite Duras a passé beaucoup de choses sous silence, en quelque sorte. Et donc, si l'on reprend notre texte, on voit qu'ici il y a une ellipse très importante. L'ellipse de tout ce qui s'est passé après son départ pour la France, des années après la guerre, après les mariages, les enfants, elle aura quand même un enfant, les divorces, les livres, des centaines d'ouvrages. Il était venu à Paris avec sa femme. Donc pour l'autobiographie, ce qui est important, c'est l'ellipse et puis aussi, bien sûr, les analepses. Puisqu'on aura de nombreuses analepses et prolepses dans toute l'œuvre, cela se revoit ici, dans ce texte-là. En ce qui concerne l'aspect stylistique, on remarque d'abord la chose suivante, qu'elle n'utilise pas les noms. Les noms sont représentés toujours par des pronoms, il, elle, ou bien par ce qu'on appelle les périphrases. Au lieu de dire le nom de sa mère, elle va dire la mère. Au lieu de dire le nom de son frère, elle va dire le petit frère, le grand frère, etc. On a une sorte de disparition du nom. Et donc cette onomastique est très intéressante. La deuxième chose que nous pouvons remarquer, c'est bien sûr la rupture de la temporalité, le fait qu'elle utilise des analepses et des prolepses, et cela, ça se traduit dans la grammaire elle-même. Elle utilise ici, vous le voyez, le plus que parfait. Le plus que parfait qui est par essence le temps de l'analepse, bien sûr. Autre chose, on a des choses intéressantes qui se passent au niveau des types de discours. On a une conversation ici qu'elle n'utilise pas selon les règles classiques du dialogue. Vous voyez qu'elle utilise bien les deux points pour annoncer la conversation, mais qu'ensuite on n'a ni guillemets ni tirets qui pourraient nous indiquer le fait qu'il soit cité de façon exacte. Il s'agit pourtant d'un dialogue, mais on a ce mélange intéressant entre finalement le discours et puis la narration. On n'a pas vraiment de séparation entre les deux. De la même façon, elle avait dit, c'est moi, bonjour. Il s'agit bien du discours direct, seulement on n'a pas les marques du discours direct, les marques de ponctuation. De façon encore plus intéressante, on a une sorte de passage.
Passage d'un discours direct à ce qu'on appellerait un discours indirect libre. C'est-à-dire que maintenant, elle nous cite les paroles des personnages sans utiliser de verbe introducteur, le verbe dire. Par exemple, il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres, il l'avait su par la mère qu'il avait revue à Saïgon. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de lui dire « Je sais que tu as commencé à écrire des livres, je l'ai su par la mère, etc. » On appelle ça le discours indirect libre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas précédé des verbes dire, des verbes introduisant le dialogue. Autre chose, on voit bien sûr l'abondance des répétitions. Si c'était vous qui écriviez comme ça, je vous dirais, oh là là, c'est pas bien, on a dire, aimer, aimerait, dire, etc. Il. Donc cette abondance de répétition, chez Duras, ça devient un procédé stylistique à part entière qui contribue à créer un rythme intéressant. C'est vraiment l'histoire du rythme, du souffle, on va dire, qui est très important ici. Ces répétitions, elles sont nombreuses, on les a vues. On peut citer par exemple les anaphores, des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces. Il s'agit d'anaphores. On a aussi la présence d'épiphores. Je vous rappelle que l'épiphore, c'est la même chose que l'anaphore, sauf que ça se passe à la fin de quelque chose. Fin d'une proposition, fin d'une phrase. On a une épiphore ici, on voit dès la voix, entendre votre voix. Autre chose encore, une autre figure de style qui me semble intéressante, ici, on appelle ça la polyptote. La polyptote, c'est le fait d'utiliser des mots, mais d'en varier les formes. Et donc, dans la même phrase, on a le verbe aimer à l'imparfait, on a le verbe aimer à l'infinitif, et puis on a le verbe aimer au conditionnel. Il s'agit donc d'une polyptote, mais qui a toujours pour but en fait de créer une sorte de rythme ou de souffle très particulier. La dernière chose que je voulais souligner, bien évidemment, c'est le dernier mot. Le dernier mot du texte est le mot mort. Et donc ça c'est intéressant, il me semble. Ça montre toutes les antithèses du texte entre la vie et la mort, et le fait que finalement ce soit une autobiographie qui nous mène à la dernière phase de la vie, c'est-à-dire la mort. Une toute dernière chose, c'est la présence, contrairement à l'absence des noms des personnages, la présence des noms de lieux. On a Paris, on a la Chine et on a Saïgon, qui sont bien sûr les trois dimensions les plus importantes du livre. Le monde occidental, l'Indochine où elle a passé son enfance, et puis cet univers de la Chine, d'où vient le chinois. C'est aussi important. Alors, pour conclure, je vous rappelle quelques petites choses au niveau de l'autobiographie, qu'on a un certain nombre d'ellipses, d'analepses et de prolepses qui aboutissent à une rupture de la temporalité. On a donc une autobiographie assez particulière. D'autre part, au niveau stylistique, on a noté l'onomastique aussi, très particulière avec l'utilisation de pronoms personnels et de périphrases. Ces périphrases commencent souvent par l'article défini le petit frère, la mère, etc. On a donc la rupture de la temporalité, on l'avait vu avec l'utilisation du plus que parfait. On a aussi un discours direct assez intéressant qui ne suit pas les conventions littéraires traditionnelles, et puis l'utilisation d'un discours indirect libre. Enfin, on a noté les répétitions, dont les anaphores, les épiphores et les polyptotes. Voilà, donc tout contribue à faire de ce texte un chef-d'œuvre, bien sûr, et puis quelque chose qu'on peut vraiment catégoriser dans la catégorie de l'autofiction plutôt que de l'autobiographie, justement à cause de tous ces effets de style qui brouillent plus ou moins le sens. Voilà, je vous remercie bien de votre attention et à la prochaine fois.